Anne avait 42 ans, et ce soir-là, assise dans le salon de son beau-frère à Boulogne-Billancourt, elle comprit que son mariage n'était qu'un mensonge, une construction fragile qui venait de s'effondrer sous le poids d'une seule phrase. Les lampes tamisées éclairaient les visages de la famille réunie autour de la grande table basse, tasse de café à la main, enfants jouant dans le couloir, et rien dans cette scène paisible ne laissait présager le tremblement de terre qui allait suivre. Julien, son mari de 45 ans, architecte prospère au sourire toujours impeccable, se leva avec cette élégance naturelle qu'elle lui avait tant admirée autrefois, portant sa chemise blanche préférée, celle qu'il mettait pour les occasions importantes, et Anne sentit quelque chose se nouer dans son ventre sans savoir pourquoi. Une intuition sourde qui lui disait que quelque chose de terrible allait arriver. « J'ai une annonce à faire », dit-il en posant sa tasse avec un geste mesuré. « Maman va entrer en résidence senior la semaine prochaine. Nous avons trouvé un établissement très bien à Versailles. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Et Marguerite, sa mère de 68 ans, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, ne bougea pas d'1 millimètre, les mains croisées sur ses genoux, le regard fixé sur un point invisible au sol, comme si elle s'était transformée en statue de pierre. Anne ouvrit la bouche, surprise par cette annonce qu'elle entendait pour la première fois, parce qu'ils n'avaient jamais parlé de ça, jamais discuté d'une résidence, jamais pris de décision ensemble concernant Marguerite qui vivait avec eux depuis 3 ans dans leur appartement du 15e arrondissement, discrète et aimable, aidant avec Lucas, préparant parfois le dîner, et qui n'était ni malade ni dépendante, juste une présence douce dans leur quotidien. « C'est une décision difficile », continua Julien, avec ce ton posé qu'il utilisait dans les réunions professionnelles, ce timbre grave qui inspirait confiance et autorité. « Mais c'est Anne qui ne voulait plus d'elle à la maison. Ma femme trouve qu'une vieille femme chez nous, c'est trop compliqué à gérer au quotidien. » Le monde d'Anne bascula en une seconde, et elle sentit tous les regards se tourner vers elle, lourds d'accusations et d'incrédulité, comme si elle venait de commettre le crime le plus odieux qui soit. Stéphanie, la femme de son beau-frère Marc, fronça les sourcils avec cette expression de désapprobation qu'Anne connaissait bien, tandis que Marc détournait les yeux, visiblement mal à l'aise, et que les enfants qui jouaient dans le couloir s'étaient subitement tus, comme si même eux sentèrent la tension dans l'air. « Quoi ?» murmura Anne, le cœur battant à tout rompre, la gorge serrée par l'incompréhension et la peur. « Mais je n'ai jamais dit ça. Jamais. C'est faux. » Julien posa sa main sur son épaule dans un geste qui, pour les autres, paraissait tendre et protecteur, celui d'un mari attentionné soutenant sa femme dans un moment difficile. Mais Anne sentit la pression des doigts à travers le tissu de son chemisier, ferme et presque douloureuse. Un avertissement silencieux qu'elle seule pouvait comprendre et qui lui disait clairement de se taire, de ne pas le contredire, de jouer le jeu. « N'est-ce pas, chérie ?» dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu m'as dit la semaine dernière que tu avais besoin de plus d'espace, que c'était difficile pour toi d'avoir quelqu'un d'autre à la maison en permanence. » La voix d'Anne se coinça dans sa gorge comme un cri étouffé, et elle chercha désespérément le regard de Marguerite, espérant que sa belle-mère dirait la vérité, qu'elle nierait ses accusations mensongères, qu'elle défendrait Anne devant cette assemblée qui la jugeait déjà coupable sans procès. Mais Marguerite ne leva pas les yeux, ne prononça pas un mot, resta immobile et silencieuse comme si elle acceptait cette sentence sans broncher. Et Anne comprit avec horreur qu'elle était seule, complètement seule face à ce mensonge public. Stéphanie secoua la tête doucement, avec cette compassion feinte qui rendait le jugement encore plus cruel, encore plus humiliant. « C'est vrai que c'est compliqué parfois d'avoir sa belle-mère à la maison, » dit-elle d'une voix qui se voulait compréhensive, mais qui suintait le mépris. « Mais quand même, Anne, c'est la mère de ton mari, ça demande un peu de patience et de générosité. » Anne voulut hurler que c'était faux, que Julien mentait effrontément, qu'elle adorait Marguerite et n'avait jamais, au grand jamais, demandé son départ. Mais les mots refusaient de sortir de sa bouche, bloqués par la panique et l'incrédulité. La main de Julien pesait toujours sur son épaule, lourde et possessive, et elle réalisa avec une clarté brutale qu'il l'avait piégée avec une précision chirurgicale, qu'il avait tout orchestré pour la faire passer pour une égoïste sans cœur, et que quoi qu'elle dise maintenant, personne ne la croirait, personne ne prendrait sa défense. Pendant quelques secondes qui lui parurent une éternité suspendue,
Une image traversa son esprit avec la netteté d'une photographie ancienne, celle d'un dimanche matin ensoleillé 8 ans plus tôt, quand Julien lui apportait le petit déjeuner au lit avec ce sourire tendre qu'elle aimait tant. Lucas n'était qu'un bébé de quelques mois endormi entre eux dans un cocon de douceur, et son mari la regardait avec des yeux remplis d'amour sincère, en murmurant contre son front qu'elle était sa vie, que leur fils et elle étaient tout pour lui, absolument tout. Cet homme-là semblait appartenir à une autre vie, à une autre dimension. Et Anne se demandait maintenant s'il avait jamais vraiment existé, ou si elle avait épousé un fantôme, une illusion qui venait de se dissiper pour révéler un étranger au visage familier. La soirée se termina dans un malaise palpable, ponctué de conversations forcées sur des sujets anodins que personne n'écoutait vraiment. Et Anne ne parla presque pas, coincée dans un brouillard de confusion et d'humiliation qui l'empêchait de penser clairement. Personne ne la regarda vraiment dans les yeux en partant, comme si elle était devenue soudainement invisible ou contagieuse, et les au revoir furent brefs et gênés. Dans la voiture qui les ramenait vers Paris, à travers les rues éclairées de la banlieue, Julien conduisait en sifflotant un air léger, détendu et satisfait, comme s'il venait de remporter une victoire importante, tandis qu'Anne fixait les lumières de la ville qui défilaient par la fenêtre sans les voir vraiment, incapable de prononcer un seul mot, le cerveau engourdi par le choc de ce qu'elle venait de vivre. À la maison, Lucas les attendait dans le salon, écouteurs sur les oreilles, penché sur ses cahiers de mathématiques, avec cette concentration qu'elle trouvait si touchante chez son fils. À 13 ans, il ressemblait de plus en plus à son père, avec les mêmes yeux clairs et la même mâchoire carrée, et cette ressemblance qui autrefois la remplissait de tendresse lui faisait maintenant mal au cœur d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. « Alors, comment c'était chez tonton Marc ?» demanda Lucas en retirant ses écouteurs avec un sourire curieux. « Mamie va bien, elle n'est pas venue avec vous ?» Anne sentit sa gorge se serrer douloureusement, parce que comment expliquer à son fils ce qui venait de se passer? Comment lui dire que son père était un menteur et un manipulateur? Comment briser l'image qu'il avait de sa famille unie et heureuse? « Mamie va très bien, » répondit Julien, avant qu'Anne puisse rassembler ses pensées, avec ce ton léger et rassurant qu'il utilisait toujours avec leur fils. « Elle va juste aller vivre ailleurs bientôt, dans une belle résidence à Versailles, où elle sera mieux, plus entourée, avec des activités et tout ça. » Lucas fronça les sourcils, visiblement perplexe par cette annonce inattendue. « Pourquoi? Elle est malade ou elle a besoin de soins spéciaux? »« Mais non, mon grand, » dit Julien en ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. « C'est juste mieux comme ça pour tout le monde, tu comprendras plus tard. Allez, file te coucher maintenant, il est tard et tu as école demain. » Anne monta directement dans leur chambre sans dire bonsoir à personne, les jambes lourdes et le cœur encore plus lourd, et elle s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes posées sur ses genoux, fixant le mur en face d'elle sans vraiment le voir. 15 ans de mariage s'effondraient sous ses yeux, 15 ans à croire qu'elle connaissait cet homme, qu'elle partageait sa vie dans la confiance et le respect, qu'ils formaient une vraie équipe face aux défis de l'existence, et en une seule soirée, tout ce château de cartes s'écroulait pour révéler le vide en dessous. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là, immobile dans le silence de la chambre, perdue dans un tourbillon de pensées contradictoires et de questions sans réponse, quand un coup discret retentit contre sa porte, si léger qu'elle crut d'abord l'avoir imaginé. Anne leva la tête, désorientée, et réalisa qu'il était minuit passé, que la maison était plongée dans le silence, et que Julien devait déjà dormir dans la chambre d'amis où il passait de plus en plus de nuits ces derniers mois. « Oui » murmura-t-elle d'une voix rauque. La porte s'entr'ouvrit lentement, avec une prudence presque conspiratrice, et Marguerite apparut dans l'embrasure, vêtue de sa robe de chambre bleue élimée, ses cheveux gris détachés sur ses épaules dans une intimité qu'Anne ne lui avait jamais vue. Elle portait à la main une petite valise métallique ancienne, cabossée par les années, avec des initiales gravées sur le dessus que Anne n'avait jamais remarquées auparavant. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre de la chambre, et Anne vit quelque chose dans les yeux de sa belle-mère qu'elle n'avait jamais perçu jusqu'à ce moment. Une lucidité profonde qui contrastait avec son silence de la soirée, une complicité inattendue qui semblait dire qu'elle comprenait tout, qu'elle savait exactement ce qui venait de se passer, et une tristesse aussi vieille que le monde qui racontait des histoires qu'Anne ne connaissait pas encore. « Je peux entrer ?»
murmura Marguerite d'une voix douce mais chargée d'une gravité inhabituelle. J'ai quelque chose à te dire avant de partir, Anne. Quelque chose d'important que j'aurais dû te confier il y a très longtemps, bien avant que les choses n'en arrivent là. Marguerite referma doucement la porte derrière elle et s'avança dans la chambre avec une prudence presque cérémonieuse, portant cette petite valise métallique dont les coins arrondis par l'usure brillaient faiblement sous la lumière de la lampe de chevet. Elle s'assit sur le bord du lit, à côté d'Anne, posant le coffret sur ses genoux avec un geste révérencieux, et pendant un long moment, aucune des deux femmes ne parla, unies dans un silence qui en disait plus que tous les mots du monde. « Je sais exactement quel homme est mon fils », commença-t-elle enfin d'une voix basse mais ferme, sans lever les yeux de la valise. « Je le sais parce que j'ai vu son père faire exactement la même chose il y a très longtemps, cette même façon de manipuler la vérité devant témoins, de sacrifier quelqu'un d'autre pour préserver sa propre image. » Elle leva les yeux vers Anne et lui offrit un sourire triste qui contenait des décennies de résignation. « Henri, mon défunt mari, était exactement comme Julien. » poursuivit-elle en ouvrant lentement la valise dont les charnières grincèrent. Charmante en public, respectée par tous, mais capable de cruauté froide dans l'intimité. Anne regardait fixement le contenu de la valise qui venait de s'ouvrir, révélant des dizaines de lettres jaunies attachées par des rubans de velours fané, des enveloppes portant des timbres des années 70, une écriture élégante tracée à l'encre noire qui évoquait une autre époque. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, la gorge serrée. « Ma vie » répondit simplement Marguerite en caressant les lettres avec une tendresse infinie. Ou plutôt, la vie que j'aurais dû avoir. Elle sortit une des enveloppes, avec des gestes délicats, et la tendit vers Anne. « J'avais 25 ans en 1973, commença-t-elle d'une voix qui tremblait légèrement. J'étudiais le violon au Conservatoire de Lyon. J'avais du talent. On me disait que j'avais un avenir prometteur dans la musique classique. C'est là que j'ai rencontré Vincent Marchand, un professeur d'histoire de la musique de 28 ans, l'homme le plus passionné que j'ai jamais connu. » Sa voix se brisa légèrement sur le prénom, comme si le prononcer après tant d'années lui faisait encore mal. « Nous nous sommes aimés en secret pendant 2 ans, poursuivit-elle en ouvrant l'enveloppe. Nous nous retrouvions dans de petits cafés de la Croix-Rousse. Nous nous promenions le long de la Saône en rêvant de partir ensemble en Italie, où Vincent voulait étudier la musique baroque à Venise. » Elle déplia la lettre avec une lenteur infinie et commença à lire à voix haute, les larmes montant dans sa gorge. « Ma chère Marguerite, la musique sans toi n'a plus de sens. Chaque note que j'entends me rappelle ton absence insupportable. » Anne sentit ses propres larmes couler en écoutant ces mots d'amour écrits il y a plus de 50 ans, bouleversée par la douleur qui transparaissait dans chaque syllabe. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. « Mes parents, » répondit Marguerite avec une amertume à peine contenue. « Ils avaient d'autres plans pour moi. Des plans qui n'incluaient pas un professeur de musique sans fortune. Ils voulaient que j'épouse Henri Dufour, un entrepreneur en bâtiment de 35 ans, riche, établi, respectable, exactement le genre de mari qu'une jeune fille de bonne famille devait avoir selon les conventions de l'époque. » Elle ferma les yeux un instant, comme si revivre ces moments lui était physiquement douloureux. « Quand j'ai dit à mes parents que j'aimais Vincent et que je voulais l'épouser, ils m'ont enfermée dans ma chambre pendant 3 jours. Ma mère venait me répéter que Vincent était un raté, que je ruinerais ma vie, que je ferais honte à la famille. » Anne porta sa main à sa bouche, horrifiée par ce récit. « Vous avez cédé ?» murmura-t-elle. « Par épuisement », avoua Marguerite en essuyant une larme. « Par culpabilité aussi, parce qu'ils ont réussi à me faire croire que j'étais égoïste, que mon amour n'était qu'un caprice. Le mariage avec Henri a eu lieu en juin 1974, une grande cérémonie à la cathédrale Saint-Jean avec 300 invités. Vincent est parti pour Paris le lendemain. Je ne l'ai jamais revu pendant 43 ans. » Elle posa sa main sur celle d'Anne avec une tendresse inattendue. « J'ai vécu 43 ans dans un mariage sans amour, » dit-elle fermement. « J'ai joué le rôle de l'épouse parfaite, de la mère dévouée. J'ai enterré mes rêves et mon violon au fond d'un placard. Et j'ai fait semblant d'être heureuse jusqu'à ce que Henri meure il y a 5 ans. » Elle serra la main d'Anne plus fort, plongeant son regard dans le sien. « Ne fais pas mon erreur, » murmura-t-elle avec une urgence presque désespérée. « Ne reste pas par peur ou par devoir. Ne sacrifie pas ta vie pour préserver les apparences.
Ne laisse pas Julien te voler tes années comme Henri m'a volé les miennes. Tu es encore jeune. Tu as du talent en graphisme que tu as abandonné. Tu peux encore choisir une autre voie. Anne sentit les sanglots monter dans sa poitrine. Bouleversée par la confiance que Marguerite lui accordait, par ce secret gardé pendant tant d'années. « Mais pourquoi me raconter tout ça maintenant ?» demanda-t-elle entre deux sanglots. « Pourquoi ce soir ?» Marguerite prit une profonde inspiration et son visage se durcit légèrement, comme si elle s'apprêtait à franchir une ligne qu'elle avait hésité à traverser pendant longtemps. « Parce que maintenant que tu connais mon histoire, dit-elle lentement, tu dois comprendre pourquoi je reconnais les signes, pourquoi je vois ce que tu ne vois pas encore. Julien te fait exactement ce que Henri m'a fait, cette manipulation subtile, cette façon de te faire douter de toi-même, de t'isoler progressivement. » Elle marqua une pause, comme pour donner plus de poids à ce qu'elle s'apprêtait à dire. « Et il y a autre chose, Anne, quelque chose que j'ai découvert il y a 3 mois, et que je n'ai pas osé te dire jusqu'à maintenant. Quelque chose de terrible qui explique pourquoi il veut m'éloigner si vite de cette maison. » Sa voix devint presque un murmure, chargé d'une gravité qui fit battre le cœur d'Anne plus vite. « Demain matin, quand Julien sera parti travailler, je te montrerai ce que j'ai trouvé, et tu comprendras enfin qui est vraiment l'homme que tu as épousé. » Le lendemain matin, Julien partit tôt comme à son habitude, claquant la porte d'entrée sans un mot, ni un regard pour Anne, qui faisait semblant de dormir encore dans leur lit. Elle entendit ses pas pressés dans l'escalier, le bruit du moteur de sa voiture qui démarrait, puis le silence revint dans l'appartement, lourd et oppressant comme une chape de plomb. Elle se leva lentement, enfila sa robe de chambre et trouva Marguerite déjà installée dans la cuisine, une tasse de café fumante devant elle et une enveloppe Kraft posée sur la table. La vieille dame avait les traits tirés, comme si elle n'avait pas dormi de la nuit, et ses mains tremblaient légèrement quand elle fit signe à Anne de s'asseoir en face d'elle. « J'ai hésité pendant des semaines avant de te montrer ça, » commença-t-elle d'une voix basse. « Je me disais que peut-être je me trompais, que peut-être j'imaginais des choses, mais plus le temps passait, et plus j'étais certaine de ce que j'avais vu. » Elle poussa l'enveloppe vers Anne, avec un geste las. « En mars dernier, j'avais rendez-vous chez le dentiste rue de Rennes, » continua Marguerite en fixant sa tasse de café. « En sortant du cabinet, j'ai vu Julien entrer dans un restaurant italien de l'autre côté de la rue avec une femme que je ne connaissais pas, une jeune femme brune d'environ 35 ans, élégante, souriante. » Anne sentit son cœur se serrer, mais elle ne dit rien, paralysée par ce qu'elle pressentait déjà. « Au début, je me suis dit que c'était peut-être une collègue, une réunion de travail, » poursuivit la vieille dame. Mais quelque chose dans leur façon de se regarder, de se toucher la main, m'a mise mal à l'aise. Alors je suis entrée dans le café d'en face et je les ai observés pendant 1 heure à travers la vitrine. Marguerite ferma les yeux un instant, comme si revivre cette scène lui était encore pénible. Ils se tenaient la main par-dessus la table. Ils riaient ensemble. Et à un moment, Julien s'est penché pour l'embrasser sur les lèvres, longuement, tendrement, comme un homme embrasse la femme qu'il aime. J'ai pris des photos avec mon téléphone portable. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être par instinct. Peut-être parce qu'une partie de moi savait déjà que j'en aurais besoin un jour. Elle fit un geste vers l'enveloppe que Anne n'avait toujours pas touchée. « Ouvre-la » murmura-t-elle. « Tu as le droit de savoir. » Anne tendit la main avec une lenteur douloureuse et saisit l'enveloppe dont le papier Kraft lui parut étrangement rugueux sous ses doigts tremblants. Elle l'ouvrit et en sortit plusieurs photos imprimées sur du papier ordinaire, un peu flou, mais parfaitement reconnaissable. Julien et une femme brune aux cheveux longs, attablés dans un restaurant, leurs mains enlacées, leurs visages rapprochés, un baiser capturé en plein élan. « Elle s'appelle Céline Bertrand », dit Marguerite d'une voix neutre. « J'ai fait des recherches sur Internet, elle est ingénieure dans le même cabinet d'architecture que Julien, 38 ans, célibataire. Après cette première fois, je les ai suivis plusieurs fois. Je sais que ça peut paraître fou pour une femme de mon âge, mais je voulais être sûre avant de t'en parler. » Anne continuait à fixer les photos, sans pouvoir détacher son regard de ces images qui détruisaient 15 ans de sa vie en quelques secondes. Et elle sentait quelque chose se briser en elle. Non pas son cœur qui était déjà engourdi depuis la veille, mais plutôt ses certitudes, ses repères,
tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie et son couple. « Il y a autre chose », ajouta Marguerite en sortant de l'enveloppe plusieurs feuilles agrafées ensemble. Une nuit où Julien dormait profondément après avoir bu trop de vin, je suis entrée dans son bureau et j'ai fouillé ses tiroirs. Je n'en suis pas fière, mais je devais savoir jusqu'où allait cette histoire. J'ai trouvé des relevés d'une assurance vie ouverte à son seul nom il y a 2 ans, où il a transféré 85 000 € de votre patrimoine commun, sans en parler. Elle posa les documents devant Anne qui les regardait sans vraiment les voir, submergée par un mélange de rage et de désespoir. « Pourquoi ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. « Pourquoi tu m'aides alors que je ne suis que ta belle-fille, alors que Julien est ton fils ?» Marguerite prit les mains d'Anne dans les siennes, et pour la première fois depuis le début de cette conversation, elle sourit avec une douceur infinie mêlée de tristesse. « Parce que j'ai vu en toi la jeune femme que j'étais il y a 50 ans, répondit-elle simplement. Et cette fois, je refuse de rester silencieuse et de laisser un homme détruire une vie par égoïsme et lâcheté. Les jours suivants passèrent dans un brouillard étrange, où Anne jouait un rôle qu'elle ne se connaissait pas. Celui de l'épouse docile et ignorante qui souriait à son mari le matin, lui préparait son café, l'embrassait sur la joue quand il partait travailler. Chaque geste lui coûtait un effort immense. Chaque mot qu'elle prononçait lui semblait faux et empoisonné. Mais elle savait qu'elle devait tenir le masque encore un peu, le temps de préparer sa sortie avec méthode et intelligence. Marguerite était partie s'installer dans une résidence senior modeste à Versailles. Un petit appartement avec une chambre et un salon qui lui suffisaient amplement, mais elles gardèrent le contact quotidiennement par téléphone, des conversations brèves et prudentes où elles échangèrent des informations à demi-mot, comme 2 conspiratrices préparant un coup d'état silencieux. Anne avait pris rendez-vous avec Maître Dubois, une avocate spécialisée en divorce, recommandée par une ancienne collègue graphiste, qu'elle avait recontactée après des années de silence. Le cabinet se trouvait dans le 10e arrondissement, un immeuble haussmannien discret, où elle s'était rendue un après-midi en prétextant à Julien des courses dans le Marais. « Votre situation est complexe mais pas désespérée », lui avait expliqué l'avocate après avoir examiné les documents que Marguerite avait copiés. « L'assurance vie ouverte sans votre consentement avec des fonds du patrimoine commun est contestable juridiquement. On pourra demander le remboursement intégral de cette somme lors de la procédure de divorce. Mais il faut constituer un dossier solide, avec des preuves irréfutables. » Anne avait écouté attentivement, prenant des notes sur un petit carnet qu'elle cachait ensuite au fond de son sac, et pour la première fois depuis cette soirée terrible chez son beau-frère, elle avait senti quelque chose s'allumer en elle qui ressemblait à de l'espoir, ou peut-être simplement à de la colère, transformée en énergie. Elle avait ouvert un compte bancaire personnel à la banque postale, un compte à son seul nom où elle commençait à mettre de côté les quelques centaines d'euros que Julien lui donnait chaque mois pour les dépenses du foyer. Elle avait également repris contact avec d'anciennes relations professionnelles, proposant discrètement ses services de graphiste en freelance pour de petits projets, créant des logos pour des entreprises locales via la plateforme Malte qu'une amie lui avait conseillée. Les premiers virements tombèrent sur son compte, modestes mais réguliers, 200 € ici, 300 là, et elle ressentait une fierté immense à voir ces chiffres s'afficher sur l'écran de son téléphone, la preuve tangible qu'elle pouvait encore gagner sa vie, qu'elle n'était pas complètement dépendante de Julien. Mais un matin, tout faillit s'effondrer à cause d'une erreur qu'elle commit par impulsivité et colère rentrée. Elle fouillait le bureau de Julien pendant qu'il prenait sa douche, cherchant d'autres preuves de ses mensonges, quand elle tomba sur des documents de vente immobilière préparés par un notaire, des papiers où figurait leur appartement du 15e, avec une estimation à 420 000 €, et une note manuscrite de Julien, qui disait simplement « signature Anne à obtenir discrètement ». La rage explosa en elle comme une bombe, incontrôlable et dévastatrice, et avant même de réfléchir aux conséquences, elle descendit dans la cuisine où Julien finissait son petit déjeuner et lui lança d'une voix tremblante de fureur contenue. « Tu veux vendre notre appartement sans m'en parler ?» Julien leva les yeux de son journal, et elle vit passer dans son regard une succession d'émotions rapides, surprise, inquiétude, puis calcul froid. « Qui t'a mis cette idée ridicule dans la tête ?» demanda-t-il avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer sa tension. « Ma mère, je suppose, elle devient vraiment sénile avec l'âge. Mais à partir de ce jour, quelque chose changea entre eux. Une méfiance nouvelle s'installa dans les gestes de Julien, qui changeait le code de son bureau.
qui surveillait Anne du coin de l'œil quand elle utilisait son téléphone, qui posait des questions apparemment anodines sur ses sorties et ses activités. Anne comprit avec horreur qu'elle avait commis une erreur fatale en dévoilant trop tôt ce qu'elle savait, et Maître Dubois le lui confirma lors de leur rendez-vous suivant d'une voix grave et inquiète. « Il vous surveille maintenant. Soyez extrêmement prudente dans tout ce que vous faites. On n'a qu'une seule chance de le prendre au piège. Et si vous le mettez en alerte trop tôt, il aura le temps de tout cacher. » Anne devint une actrice accomplie dans les semaines qui suivirent, jouant à la perfection le rôle de l'épouse soumise et naïve qui avait oublié cet éclat de colère passager, préparant des dîners élaborés pour Julien, souriant quand il rentrait tard, ne posant aucune question sur ses journées de travail ni sur ses absences prolongées. Elle avait compris que pour gagner cette guerre silencieuse, elle devait d'abord endormir la méfiance de son adversaire, le convaincre qu'elle était redevenue cette femme docile et sans défense, qu'il pensait avoir complètement dominée. Julien se détendit progressivement, redevenant arrogant et négligent dans ses mensonges, laissant traîner son téléphone sur la table du salon, oubliant de fermer sa boîte mail sur l'ordinateur familial, convaincu qu'Anne n'avait ni le courage ni l'intelligence de se rebeller vraiment contre lui. Cette confiance excessive fut son erreur, et elle en profita méthodiquement pour accumuler les preuves dont Maître Dubois avait besoin. Pendant ce temps, ses contrats de graphisme se multipliaient avec une rapidité qui la surprenait elle-même, comme si 10 ans d'inactivité professionnelle s'effacèrent d'un coup pour révéler un talent intact et même affiné par la maturité. Elle créait des identités visuelles pour des petites entreprises, redessinait des sites internet, concevait des brochures publicitaires, et chaque soir, après que Julien s'endormait ou partait rejoindre Céline sous prétexte de réunion tardive, elle travaillait jusqu'à minuit ou 1h du matin, accumulant les euros sur son compte secret qui grossissait lentement mais sûrement. En mai, elle gagnait déjà 2400 € par mois, un revenu modeste mais suffisant pour envisager une vie indépendante, pour imaginer un appartement à elle, une existence où elle ne dépendrait plus financièrement de personne. Cette autonomie retrouvée lui redonnait une confiance qu'elle croyait avoir perdue depuis longtemps, une force intérieure qui transparaissait dans sa façon de marcher, de parler, de regarder le monde autour d'elle. Marguerite lui téléphonait tous les soirs vers 22h, et leur conversation avait pris un tour différent depuis quelques semaines, plus léger, presque joyeux, parce que la vieille dame avait une nouvelle extraordinaire à partager. « Je l'ai retrouvée », avait-elle annoncé un soir d'avril avec une voix tremblante d'émotion. « Vincent. J'ai cherché son nom sur Internet, et je l'ai trouvé. Il vit toujours à Lyon. Il est veuf depuis 5 ans. Il donne encore quelques cours privés de musique même s'il a 78 ans maintenant. » Anne avait senti les larmes lui monter aux yeux en écoutant Marguerite raconter comment elle avait osé lui écrire une lettre, une vraie lettre manuscrite comme autrefois, comment Vincent avait répondu dans les 3 jours avec des mots si tendres qu'elle avait pleuré pendant 1 heure en les lisant. « Nous allons nous revoir la semaine prochaine à Lyon », avait murmuré Marguerite d'une voix à peine audible. Après 43 ans, Anne, tu te rends compte, 43 ans et nous allons enfin nous retrouver. Cette histoire d'amour ressuscité donnait à Anne une force supplémentaire, la preuve vivante qu'il n'était jamais trop tard pour choisir le bonheur, pour refuser le mensonge et la résignation, pour oser recommencer même quand tout semblait perdu. Un samedi après-midi, lors d'un déjeuner familial chez son beau-frère Marc, que Julien avait organisé sans la consulter, elle observa son mari recevoir un message sur son téléphone et sourire de cette façon particulière qu'elle reconnaissait maintenant, ce sourire idiot et attendri qu'il n'avait plus jamais eu pour elle depuis des années. Il s'excusa prétextant un appel urgent d'un client et sortit dans le jardin pour téléphoner, et elle le vit à travers la baie vitrée marcher de long en large en riant, en gesticulant, complètement absorbé par cette conversation qui le rendait visiblement heureux. Anne resta calme et souriante, discutant calmement avec Stéphanie, qui semblait gênée depuis cette fameuse soirée où Julien avait menti sur Marguerite, et elle savoura intérieurement cette sensation de puissance secrète, sachant qu'elle tenait son destin entre ses mains et que bientôt, très bientôt, elle allait reprendre le contrôle de sa vie. Le soir même, Lucas entra dans sa chambre pendant qu'elle travaillait sur son ordinateur et s'assit sur le lit avec cette expression sérieuse qu'il avait parfois et qui le faisait paraître plus vieux que ses 13 ans. « Maman ?» dit-il doucement. « Papa est bizarre ces derniers temps. Il parle tout seul au téléphone et il sourit comme un idiot, c'est normal ?»
Anne sentit son cœur se serrer en réalisant que même son fils voyait ce qu'elle avait mis des années à comprendre. Et elle prit sa main avec tendresse. « Tout va s'arranger bientôt, mon chéri, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » 2 jours plus tard, Marguerite l'appela avec une voix transformée, rajeunie, vibrante d'une joie qu'Anne ne lui avait jamais entendue. « Je l'ai revue, Anne, après 43 ans. Je l'ai revue, et c'était comme si le temps n'avait jamais passé. » Les semaines de juin passèrent dans une préparation méthodique et silencieuse, où chaque geste comptait et où chaque décision devait être pesée avec soin. Anne orchestrait sa sortie comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie complexe, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait pleinement vivante et maîtresse de son destin. Elle avait trouvé un appartement T3 modeste à louer à Montreuil, au 3e étage d'un immeuble des années 80, avec un petit balcon donnant sur un parc, où Lucas pourrait aller jouer. Le loyer s'élevait à 1 150 € par mois, un montant qu'elle pouvait désormais assumer avec ses revenus de graphiste, qui atteignaient maintenant 2 800 € mensuels, et elle avait versé le dépôt de garantie grâce à l'aide discrète de Marguerite, qui avait insisté pour utiliser une partie de ses économies personnelles. « C'est le moins que je puisse faire », avait dit la vieille dame au téléphone. « Considère ça comme un investissement dans ton avenir et celui de Lucas. » Anne prépara Lucas avec douceur et précaution, choisissant un dimanche après-midi où Julien était absent pour une énième réunion professionnelle qui n'en était probablement pas une. Ils s'étaient assis tous les deux sur le canapé du salon, et elle avait pris les mains de son fils dans les siennes, avant de lui parler avec une franchise qu'elle espérait adapter à son âge. « Mon chéri, papa et maman ne s'aiment plus comme avant, » avait-elle commencé d'une voix douce mais ferme. « On va bientôt déménager, juste toi et moi, dans un nouvel appartement pas très loin d'ici, et tu pourras voir papa régulièrement, mais on ne vivra plus ensemble. » Lucas l'avait regardé avec ses grands yeux clairs, qui ressemblaient tant à ceux de son père, et après un long silence, il avait murmuré quelque chose qui lui avait brisé le cœur. « Je sais, maman, je m'en doutais depuis longtemps. Vous ne vous regardez plus comme avant et papa est toujours ailleurs même quand il est à la maison. » Pendant ce temps, à Lyon, Marguerite vivait une renaissance qui tenait du miracle, retrouvant Vincent après 43 ans de séparation dans un café de la place Bellecour, où ils s'étaient donné rendez-vous comme 2 adolescents timides. Elle avait raconté à Anne cette première rencontre avec une émotion qui transparaissait dans chaque mot. Comment ils s'étaient reconnus immédiatement malgré les rides et les cheveux gris, comment ils avaient pleuré en se serrant dans les bras l'un de l'autre, comment le temps semblait avoir effacé les années perdues pour ne laisser que l'essentiel de leur amour intact. Vincent avait proposé qu'ils vivent ensemble dans son appartement du 6e arrondissement, une idée que Marguerite avait acceptée avec une joie de jeune fille, et maintenant ils passèrent leur journée à écouter de la musique, à se promener le long de la Saône, à rattraper le temps perdu avec une intensité que seuls ceux qui ont failli tout perdre peuvent comprendre. Maître Dubois finalisa le dossier de divorce avec une efficacité professionnelle qui impressionna Anne, rassemblant toutes les preuves nécessaires pour démontrer l'adultère de Julien et le détournement de patrimoine via l'assurance vie illégalement constituée. « C'est du solide », lui assura l'avocate lors de leur dernière réunion. « Quand vous serez prête à frapper, on pourra déposer la requête en divorce, et il n'aura aucune échappatoire possible. » Mais ce fut en fouillant une dernière fois l'ordinateur de Julien, pendant qu'il dormait après avoir bu trop de vin un soir de juillet, qu'Anne découvrit quelque chose qui changea tout. Un échange de mails avec un notaire concernant l'achat d'un appartement à Levallois, pour un montant de 381 000 €, avec un acompte de 40 000 € déjà versé en mai dernier, argent provenant directement de l'assurance vie qu'il avait constituée en secret. Elle comprit avec une clarté brutale que Julien ne se contentait pas de la tromper. Il planifiait de la quitter en emportant tout l'argent du couple, en la laissant sans rien après 15 ans de vie commune, après avoir sacrifié sa carrière pour s'occuper de leur fils pendant qu'il construisait la sienne. La rage qu'elle ressentit à ce moment-là n'avait rien à voir avec la colère ou la tristesse. C'était quelque chose de plus profond et de plus glacial. Une détermination absolue de ne pas se laisser détruire par cet homme qui avait tant pris et qui voulait encore tout prendre. Le lendemain matin, Julien annonça qu'il devait partir en séminaire d'architecture à Bordeaux pendant 1 semaine, et Anne sourit en lui préparant son café. « Passe un bon voyage », dit-elle avec une douceur qu'elle était loin de ressentir. Le jour du départ de Julien pour son prétendu séminaire à Bordeaux, Anne se leva tôt
et le regarda faire sa valise avec un calme qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. Il sifflotait en pliant ses chemises, détendu et satisfait, probablement excité à l'idée de passer une semaine avec Céline loin de Paris, loin de sa femme et de son fils, loin de cette vie qu'il s'apprêtait à abandonner de toute façon. « Tu es sûr que ça ira ?» demanda-t-il en fermant sa valise, avec cette fausse sollicitude qui lui donnait envie de rire ou de pleurer. « Une semaine, c'est long. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. »« Ne t'inquiète pas, » répondit-elle avec un sourire qui ne tremblait même plus. « Lucas et moi allons très bien nous débrouiller. Profite bien de ton séminaire. » Dès que la porte se referma derrière lui, Anne attendit exactement 30 minutes pour être certaine qu'il ne reviendrait pas chercher quelque chose qu'il aurait oublié, puis elle appela Maître Dubois pour lui donner le feu vert. « C'est le moment, » dit-elle simplement. « Déposez tous les papiers aujourd'hui. Je veux que son avocat les reçoive demain matin. » L'avocate confirma qu'elle s'en occupait immédiatement, et Anne raccrocha avec un sentiment de soulagement et de terreur mêlée, sachant qu'elle venait de franchir un point de non-retour et que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle passa les 2 jours suivants à déménager méthodiquement avec l'aide d'un ami de Marguerite qui possédait une camionnette, transportant leurs affaires vers l'appartement de Montreuil par petits chargements discrets. Lucas l'aidait avec un sérieux touchant, emballant ses livres et ses jeux vidéo, choisissant les posters qu'il voulait accrocher dans sa nouvelle chambre, et elle voyait dans ses yeux qu'il comprenait l'importance de ce qu'ils étaient en train de faire, même s'ils ne disaient pas grand-chose. Le 3e jour, elle vida la moitié de la penderie, prit ses documents personnels, ses quelques bijoux de famille, et laissa sur la table de la cuisine une lettre manuscrite qu'elle avait écrite et réécrite une dizaine de fois avant de trouver les mots justes. « Julien, je sais tout. L'assurance vie, Céline, l'appartement à Levallois que tu as acheté avec notre argent. Je ne serai plus jamais ta victime. Mon avocate te contactera. Anne. » Courte, digne, sans colère inutile, exactement ce qu'elle voulait qu'il lise en rentrant de son voyage avec sa maîtresse. Julien rentra 4 jours plus tard, bronzé et détendu, probablement heureux de sa semaine passée à jouer les amoureux en goguette, et il découvrit l'appartement à moitié vide dans un silence qui dut lui glacer le sang. Anne imaginait sa tête en trouvant la lettre sur la table, sa panique en réalisant qu'elle savait tout, sa fureur impuissante devant le fait accompli. Il l'appela immédiatement, 10 fois, 20 fois, laissant des messages qui oscillaient entre menaces et supplications. Mais elle ne répondit jamais, communiquant uniquement via Maître Dubois, qui gérait toutes les communications avec son avocat selon les procédures légales. La famille apprit la vérité dans les jours qui suivirent, et les réactions furent variées, mais Anne s'en moquait désormais complètement. Marc, le frère de Julien, l'appela pour s'excuser de l'avoir jugé lors de cette fameuse soirée, et Stéphanie lui envoya un message maladroit mais sincère, où elle reconnaissait s'être trompée sur elle. Anne s'installait dans son nouvel appartement de Montreuil avec Lucas, un espace modeste mais lumineux qui leur appartenait vraiment, où personne ne leur mentait, où l'air semblait plus léger et plus respirable. Ils passèrent leur première soirée assis par terre dans le salon vide à manger des pizzas commandées. Et Lucas lui dit quelque chose qui la fit pleurer de soulagement. « C'est mieux ici, maman. On est juste nous deux. Et c'est bien comme ça. » Mais le soir même, seule dans sa chambre après avoir couché son fils, Anne s'effondra sur le lit et pleura comme elle n'avait jamais pleuré de sa vie, libérant 15 ans de mensonges et d'humiliations, pleurant non pas sur Julien qu'elle ne regrettait déjà plus, mais sur le temps perdu, sur la femme qu'elle avait été et qui avait accepté tant de choses inacceptables sans se battre. Lucas la trouva ainsi 1 heure plus tard, recroquevillée sur son lit dans le noir, et il s'allongea à côté d'elle en lui prenant la main. « Maman, on va y arriver », murmura-t-il avec une maturité qui la bouleversa. « Toi et moi, on va y arriver ensemble. » Le lendemain, Marguerite et Vincent vinrent dîner dans le nouvel appartement, apportant des fleurs et une bouteille de vin, et Vincent dit à Anne avec un sourire doux et compréhensif quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Et vous êtes une femme courageuse. Et Marguerite a eu raison de croire en vous dès le premier jour. » 6 mois passèrent comme un tourbillon de changements et d'adaptations, et Anne découvrait chaque jour une version d'elle-même qu'elle ne connaissait pas, plus forte, plus déterminée, plus libre que jamais. La procédure de divorce avançait avec une lenteur bureaucratique typiquement française,
ponctuée d'audiences devant le juge aux affaires familiales qui examinait méticuleusement chaque pièce du dossier constitué par Maître Dubois. En octobre, lors de l'audience de conciliation obligatoire au tribunal judiciaire de Paris, Anne avait fait face à Julien pour la première fois depuis leur séparation, et elle avait été surprise de constater qu'elle ne ressentait plus rien pour cet homme assis de l'autre côté de la salle, ni haine ni tristesse, juste une indifférence glaciale qui lui confirmait qu'elle avait fait le bon choix. Le juge avait statué rapidement sur les mesures provisoires, ordonnant à Julien de rembourser les 85 000 € de l'assurance vie détournée et de verser une pension alimentaire de 500 € par mois pour Lucas, ce qui lui permettait de souffler un peu financièrement en attendant le jugement définitif prévu pour le printemps suivant. Céline avait rompu avec Julien dès que l'affaire avait éclaté, ne supportant apparemment pas les conséquences sociales et financières de leur liaison maintenant exposée au grand jour, et Anne avait appris par Marc que son ex-mari vivait désormais seul dans un appartement de location à Issy-les-Moulineaux, ayant perdu une bonne partie de sa clientèle au cabinet d'architecture à cause de sa réputation ternie. Mais Anne ne pensait presque plus à Julien, trop occupée à construire sa nouvelle vie avec une énergie qu'elle ne se connaissait pas. Son activité de graphiste freelance explosait littéralement, et en septembre, elle avait décroché un contrat stable avec une PME de communication visuelle qui lui assurait maintenant 3 200 € par mois, un revenu qui lui permettait non seulement de vivre confortablement, mais aussi de commencer à économiser pour l'avenir. Lucas s'épanouissait dans sa nouvelle école à Montreuil, s'était fait des amis rapidement et semblait libéré d'une tension qu'Anne n'avait même pas réalisée qu'il portait quand il vivait encore avec Julien. Il voyait son père un week-end sur 2 selon l'arrangement provisoire du juge, mais ses visites étaient courtes et silencieuses, et il rentrait toujours soulagé de retrouver l'appartement de Montreuil qu'il appelait maintenant vraiment sa maison. Un samedi matin de novembre, Lucas l'aida à installer son nouveau bureau près de la fenêtre du salon, montant les étagères Ikea avec une concentration appliquée, et quand ils eurent terminé, il recula pour admirer leur travail avec un sourire fier. « Maman, tu souris beaucoup plus maintenant qu'avant, » dit-il simplement. « C'est bien. » Il lui montra ensuite un dessin qu'il avait fait en cours d'art plastique, une aquarelle représentant elle et lui devant leur immeuble de Montreuil, avec un grand soleil jaune au-dessus de leur tête. Et Anne sentit les larmes lui monter aux yeux en réalisant que son fils avait compris avant elle que le bonheur n'était pas dans les grandes maisons ou les mariages respectables, mais dans cette simplicité retrouvée. À Lyon, Marguerite et Vincent vivaient leur histoire d'amour ressuscitée avec une intensité que Anne trouvait bouleversante et inspirante à la fois. La vieille dame avait même repris le violon après 40 ans d'abandon, et lors de sa dernière visite en septembre, elle avait joué pour Anne et Lucas un morceau de Vivaldi avec une émotion qui les avait tous fait pleurer. « Je n'aurais jamais cru pouvoir être aussi heureuse à 68 ans », avait confié Marguerite à Anne ce soir-là. « Vincent et moi rattrapons le temps perdu, et chaque jour est un cadeau que nous n'osions plus espérer. » Un jeudi après-midi, Anne poussa la porte d'une petite librairie de Montreuil qu'elle avait repérée en promenant dans le quartier, cherchant un livre pour Lucas, qui dévorait les romans d'aventure. Le propriétaire, un homme d'environ 46 ans aux cheveux gris et au regard doux, l'accueillit avec un sourire chaleureux et lui recommanda plusieurs titres avec une connaissance impressionnante de la littérature jeunesse. Ils discutèrent pendant une demi-heure de livres, de voyages, de la beauté de Modiano et de la difficulté de recommencer après des épreuves. Et quand Anne s'apprêta à partir, l'homme qui s'appelait Thomas lui proposa de prendre un café la semaine suivante pour continuer leur conversation. Elle hésita quelques secondes, surprise par cette invitation inattendue, puis elle sourit et accepta, réalisant qu'elle était prête à s'ouvrir à nouveau à la vie, doucement, sans précipitation, mais avec une authenticité qu'elle n'avait jamais vraiment connue auparavant. En rentrant chez elle ce soir-là, Lucas lui demanda avec cette curiosité candide des adolescents pourquoi elle souriait toute seule. « Maman, tu es heureuse maintenant ?» Anne réalisa qu'elle pouvait enfin répondre sincèrement à cette question sans mentir ni se forcer. « Oui, mon chéri. Pour la première fois depuis très longtemps, je suis vraiment heureuse. » 13 mois après cette soirée terrible chez son beau-frère où tout avait basculé, Anne se tenait dans le salon de Marguerite à Lyon, regardant le coucher de soleil teinter les toits de la ville d'un rose orangé qui semblait irréel tant il était beau. Le divorce avait été prononcé en mars. Elle avait obtenu la garde principale de Lucas.
la moitié de la valeur de l'appartement du 15e, soit 210 000 euros, et le remboursement intégral de l'assurance vie détournée. Julien vivait désormais seul dans un studio à Malakoff, ayant quitté son cabinet d'architecture, après des tensions avec ses associés qui ne supportaient plus les rumeurs sur sa vie privée, et il voyait Lucas un week-end sur deux, dans un silence pesant qui en disait long sur la distance qui s'était creusée entre le père et le fils. Anne ne ressentait plus rien pour lui, ni joie de sa déchéance, ni peine de sa solitude, juste cette indifférence tranquille de ceux qui ont définitivement tourné une page. Elle avait lancé sa propre agence de graphisme en janvier, Studio Anne Leclerc, spécialisée en identité visuelle pour petites et moyennes entreprises, et son carnet de commandes se remplissait mois après mois, avec une régularité qui la surprenait encore. Lucas était entré au lycée en septembre, passionné de dessin comme sa mère, envisageant déjà de faire des études d'art graphique, et leur complicité s'était renforcée au point qu'ils formaient maintenant une vraie équipe face à la vie. Thomas faisait désormais partie de leur quotidien, avec une douceur qui ne brusquait rien, partageant des dimanches au musée, des soirées lecture, des promenades dans Paris, où ils redécouvrirent la ville comme des touristes émerveillés. Il n'avait pas remplacé Julien, il avait simplement ouvert une porte vers une forme d'amour différente, plus paisible, plus vraie, construite sur le respect et la confiance, plutôt que sur les apparences et les mensonges. Ce dimanche de mai, Anne avait organisé une petite fête dans l'appartement de Marguerite pour célébrer les 69 ans de celle qui avait été bien plus qu'une belle-mère, celle qui avait eu le courage de briser le silence et de lui tendre la main quand tout semblait perdu. Marguerite et Vincent, assis côte à côte sur le canapé, se tenaient la main comme deux adolescents amoureux, et Maître Dubois était venu avec une bouteille de champagne, heureuse de voir que son travail avait permis cette renaissance. Marguerite leva son verre dans un toast qui fit pleurer tout le monde. « Anne m'a redonné le courage de vivre vraiment », dit-elle d'une voix émue. « Elle m'a sauvée autant que je l'ai aidée, et elle m'a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur plutôt que la résignation. » Elle se tourna vers Vincent avec un sourire radieux. « Il n'est jamais trop tard pour choisir », répéta-t-elle. « Jamais. » Plus tard, sur le balcon où le soleil disparaissait derrière les collines, Thomas rejoignit Anne et posa doucement sa main sur son épaule. Elle pensa à la femme qu'elle était 13 mois plus tôt, humiliée devant toute une famille, trahie par l'homme qu'elle avait aimé pendant 15 ans, prisonnière d'une vie qui n'était pas vraiment la sienne. Elle pensa à Marguerite, 43 ans de silence, 43 ans de rêves enterrés, et à leur courage à toutes les deux de refuser la fatalité. Et elle comprit quelque chose de fondamental qu'elle voulait partager avec toutes celles qui l'écouteraient, peut-être un jour. Toutes ces femmes qui doutent, qui ont peur, qui croient qu'il est trop tard ou trop difficile de changer. La vraie force ne vient pas de ce que la vie nous fait subir, elle vient de ce que nous choisissons de devenir après. La dignité ne se trouve pas dans l'acceptation passive des injustices, mais dans le courage de dire non, de partir, de recommencer même quand tout semble impossible. Et il n'est jamais, absolument jamais trop tard pour choisir sa propre vie, plutôt que celle que d'autres ont décidée pour nous. Thomas lui demanda doucement si elle était prête à rentrer à Paris. Anne prit sa main et sourit, le cœur léger et l'esprit en paix. « Oui, je suis prête. » Джек-Джек, такой песни нет, если ты вдруг меня не услышал в Яндекс.Музыке. Раньше, ну, я не знаю, без понятия. Может быть. Ну, нету. Ничего не нашли, пишет. А, вон, нашла. А какая песня? У них тут их много. Угу, поняла, сейчас включу.
Да, я уже вижу. Спасибочки. Ладно, ребятушки, послушайте пока песенку.